Les invités suivants, on va les découvrir au travers d'images tout de suite. Le Challenge du monde des grandes écoles et des universités est un événement très important pour nous parce qu'il change le regard d'une part des entreprises et il change aussi le regard des jeunes qui sont en situation de handicap. Et ça c'est important parce qu'il faut aussi montrer que des événements comme celui-ci sont aussi pour eux. Je suis venu au Challenge des grandes écoles pour déposer mon CV. J'ai eu une formation en génie électrique et automatique et je recherche un premier emploi dans le secteur du transport. J'espère trouver une entreprise pour l'alternance grâce à ce challenge. Il est à mon sens très important de valoriser l'handicap dans ce type d'événement parce qu'une personne qui a des difficultés, qui est handicapée, mais qui arrive quand même à faire des grandes études et qui arrive quand même à challenger ses difficultés et travailler dans des grands groupes, c'est très important. Je vais concourir pour le 100 mètres et le foot pour les hommes. J'ai un match de basket avec les membres de l'association, donc on espère qu'on va dégommer toutes les autres équipes. Je pense que ça peut nous aider à changer le regard sur le handicap parce que justement, c'est l'occasion de montrer de quoi on est capable. Depuis 6 ans que l'association Tremplin participe au Challenge du monde des grandes écoles et des universités. Notre objectif, c'est d'inclure le handicap dans cet événement généraliste où sport, où recrutement et fun se mélangent. L'objectif, c'est de l'ouvrir à tous et entre autres aux jeunes qui sont en situation de handicap. Ça, c'est vraiment un temps fort sur le Challenge du monde des grandes écoles et des universités. C'est justement tout ce qu'on fait autour du handicap et tout ce qu'on propose aux jeunes pour découvrir et comprendre ceux qui sont en situation de handicap. Et j'avoue que ce que font les entreprises est remarquable. Troisième plateau de cette émission spéciale autour du Challenge du monde des grandes écoles et des universités et des recruteurs. Cécile Delestre, vous représentez Nestlé et vous êtes directrice attraction et développement des talents, quand même dans l'entreprise qui est la première entreprise agroalimentaire du monde. Bien sûr. Bonjour. Bonjour. Valérie Bourassin du groupe Renault, vous êtes chef du service emploi, formation et compétences. Oui. Renault, bonjour. Le fleuron de l'industrie automobile, Made in France. On connaît tous Renault. On connaît tous aussi la SNCF, j'imagine. Françoise Tragin, vous êtes directrice de recrutement et marque employeur chez SNCF. Bonjour. Bonjour. Laurent Champagnet, vous êtes DGA en charge des formations chez Arts et Métiers. Exactement. Une grande école d'ingénieurs. Que vous aimez beaucoup, Cécile, je crois. Tout à fait. Que vous appréciez beaucoup. Alors, un petit teaser rapide. Les chiffres clés du recrutement chez Nestlé, en quelques secondes. Alors, les chiffres clés du recrutement, au niveau de la France, on est à peu près entre 800 et 900 jeunes en stage et en alternance chaque année. Et pareil, entre 800 et 900 jeunes de moins de 30 ans en recrutement, CDI, CDD, chaque année. Au niveau européen, on est plutôt sur une base de... sur 3 ans, là, on en a fait à peu près 15 000. Ah, quand même. et notre engagement sur les 4 prochaines années est du même acabit. Donc, voilà. Alors, chez Renault, Valérie Bourassin. Alors, chez Renault, sur le périmètre France, on a fait 2000 recrutements cette année, en 2016. On est en train de négocier avec nos partenaires 3000 recrutements sur les 3 années à venir. Et puis, les stagiaires et alternants, c'est 1000 stagiaires et 1000 alternants par an environ. C'est une nouvelle ère pour Renault, je crois qu'on peut le dire en matière de recrutement. Oui, là, c'est le démarrage en 2015 et c'est une nouvelle ère. Ouais. Après...
On était ravis de vous découvrir sur le Challenge du monde des grandes écoles, où vous avez vraiment annoncé des recrutements massifs, et c'est très bien, et pour la France, et pour le Challenge. Françoise Tragen, pour la SNCF, les chiffres clés. Alors, nous recrutons, SNCF recrute pour 2016 environ 6 000 collaborateurs en CDI, dont 1 000 cadres à peu près. Et si nous raisonnons avec les filiales, le groupe recrute plus de 10 000 collaborateurs en CDI. Quand même. On a des sacrés chiffres aujourd'hui. Alors, les arts et métiers, c'est quand même une école historique. Hein. Je crois qu'elle a été créée quand 1780. Oui, c'est bien ce qui me semble. C'est une longue histoire, une longue tradition. Très longue histoire. Je crois que c'est le plus grand flux d'ingénieurs diplômés. Exactement. Donc, on a 6 000 apprenants dans l'établissement. On est sur 12 sites en France, dont 8 campus majeurs. On diplôme à peu près 2000 étudiants par an, dont 1500 ingénieurs qui se découpent en 300 apprentis et 1200 étudiants. Voilà, nos ingénieurs généralistes qu'on appelle aussi les gadzards. Et les gadzards, ils vont beaucoup dans l'industrie. Hein. Et historiquement, ils sont toujours beaucoup allés dans l'industrie, mais en ce moment, c'est de plus en plus diversifié. J'aimerais personnellement qu'ils aillent plus dans l'industrie. On en parlera tout à l'heure. Vous me disiez, j'aimerais bien qu'ils redécouvrent l'industrie. Et je suis convaincu que les représentants des industries un peu traditionnelles aimeraient bien revenir, et les centraliens qu'on a vus tout à l'heure, et les gadzards. Alors, Cécile Delestre, parler emploi chez Nestlé, ça a du sens. Oui, tout à fait. Parce que l'initiative pour l'emploi, voilà. Quand j'ai vu les chiffres, j'ai été un peu abasourdi, si je puis dire, parce qu'on parle de 35 000 jeunes à recruter d'ici 2020, c'est ça? C'est ça, on s'est engagé au niveau européen à recruter en stage ou en alternance et en recrutement CDI-CDD 35 000 jeunes, donc 20 000 recrutements et 15 000 stagiaires apprentis, avec un fort push sur l'apprentissage en particulier, et une vraie volonté effectivement d'aider les jeunes à accéder à l'emploi de façon plus large. Donc au-delà des recrutements, on s'est aussi engagé à mener tout un tas d'opérations d'insertion professionnelle, d'ateliers CV, d'intervenir dans les écoles. J'étais à l'ENSAM hier justement pour accompagner des élèves de 3e année des arts et métiers dans leurs projets professionnels. On fait des ateliers CV une fois par mois à Noisiel pour recevoir des jeunes de 18 à 30 ans. Noisiel, c'est la ville où ils sont, hein, je précise, parce que tout le monde c'est là où connaît est pas le Noisiel. siège social de Noisiel. C'est au bout du monde. En Seine-et-Marne, c'est pas le bout du monde, c'est juste avant Mickey, donc on est avant Disney, et c'est un gros siège, hein, puisqu'on est à peu près 1800, et effectivement, on reçoit des jeunes, alors qui nous sont envoyés par la mission locale, qui sont de jeunes étudiants, une fois par mois, pour des coachings individualisés, pour les aider à préparer leurs projets professionnels, leurs projets scolaires, et à travailler, faire une préparation d'entretien, une simulation d'entretien, travailler sur leur CV, enfin bref, voilà, tout ce qui peut les accompagner dans leur insertion professionnelle. Alors, et chez vous, l'alternance, c'est alors, l'alternance, on a mis un gros coup d'accélérateur depuis 4 ans. Quand j'ai commencé à me pencher sur le sujet en 2012, on avait à peu près 215 alternants par an au niveau du groupe en France. Aujourd'hui, on est à 515. Mon objectif, c'est 650, rien que pour la France. C'est beau, hein. Et si vous voulez, ce qui est encore plus beau, c'est qu'au niveau de l'ambition du groupe, ça a été de développer, dans le cadre de l'initiative Nestlé pour l'emploi des jeunes, et avec nos partenaires au sein de l'Alliance pour la jeunesse, de développer des schémas d'apprentissage, comme ceux qui existent en Allemagne, en Suisse, en Autriche et en France, dans les pays où ça n'existait pas. Donc aujourd'hui, on a développé, grâce à nos efforts conjoints et avec les autorités locales des différents pays dans lesquels on intervient, donc en Russie, en Bulgarie, enfin dans tous les pays possibles et inimaginables, des schémas d'apprentissage pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes, parce qu'on est quand même convaincus que c'est un moyen d'acquérir une vraie expérience professionnelle et derrière d'être d'autant plus crédible vis-à-vis des employeurs futurs. J'ai une question qui vient d'arriver pour vous. Concernant, ça fait écho au film, hein, sur les handicaps. Oui. Quelle est la politique de recrutement des travailleurs ou des jeunes handicapés en situation de handicap chez vous? Bon, répondez rapidement, je suis désolé. La question est arrivée. Non, mais j'adore cette question parce que vous parlez du handicap. La semaine dernière, on était à la mairie de Paris avec plusieurs représentants de Nestlé. Dans le cadre on fêtait les handiathlètes qui étaient médaillés aux Jeux Olympiques de Rio, parce que Nestlé, dans le cadre du pacte de la performance, donc qui a été monté par le secrétariat d'État au sport, nous avons accompagné 3 jeunes handiathlètes aux Jeux Olympiques de Rio, dont 2 ont été médaillés d'or, d'ailleurs, Antonin Keita et Marie-Amélie Le Fur, mais également... Donc il faut être médaillé d'or pour travailler chez vous? Non, pas du tout. On a aussi accompagné... Sur ceux qui voudraient travailler
travailler chez vous. Non, tout à fait. Non, nous sommes une entreprise handi accueillante. Nous avons un taux de travailleurs handicapés qui progresse d'année en année grâce à une politique vraiment très volontariste sur l'accueil des salariés en situation de handicap. Donc, évidemment, nous... il y a un accueil. Il y a un vrai accueil et aussi de gros efforts qui sont faits sur le maintien à l'emploi des personnes qui sont déjà dans l'entreprise et qui, de par un accident de la vie, pourraient être soumis à un handicap. Et il y en a. Voilà. Alors, 32 000 candidatures, c'est pas chez vous, c'est chez Renault. Alors, Valérie Bourassa, c'est beaucoup quand même, Valérie. C'est ce chiffre et ça témoigne en tout cas d'un vrai attachement à la marque. Alors, ça, d'un attachement ou d'un regain d'attachement à la marque. Expliquez-nous un peu ce retournement de situation, parce que c'est intéressant quand même. Après une crise automobile, en fait, Renault a renoué avec le recrutement. Donc, je pense qu'on a fait beaucoup d'actions de communication, d'actions de marque employeur. Et le challenge est très important pour nous. C'est un rendez-vous important pour nous. Et effectivement, ça permet... peut-être aux écoles d'ingénieurs de revenir dans l'industrie traditionnelle et l'industrie automobile. Voilà. Alors oui, les stages, comment on fait chez vous, l'alternance, ces chiffres, ces dimensions sont importantes pour... Alors les stages et l'alternance, évidemment, c'est extrêmement important. On a plus de 5% de nos effectifs en alternant. À tous les niveaux, il faut le dire, parce qu'il y a des métiers, pas nécessairement issus des arts et métiers, mais ça peut être aussi des bacs pro, du CAP jusqu'au bac plus 5. Du CAP au bac plus 5, voilà, parce qu'il y a des métiers très techniques en réalité, c'est ça. Du CAP au bac plus 5. Et effectivement, l'alternance, c'est pour nous... le stage et l'alternance, c'est un moyen privilégié ensuite de pourvoir nos recrutements avec des objectifs d'embauche d'anciens stagiaires ou d'anciens alternants. Alors qu'on se le dise aussi, c'est vrai que l'automobile recrute pas seulement ceux qui vont aller à l'usine ou sur la chaîne, c'est des métiers extrêmement variés et ça s'est accéléré avec la digitalisation. Alors les métiers sont sans doute assez différents de ce qu'on pensait dans l'entreprise automobile traditionnelle, avec effectivement tout ce qui est véhicule zéro émission, c'est-à-dire véhicule électrique, tout ce qui est véhicule connecté. S'il est connecté, il peut ensuite être autonome. Plus de conducteur. Un moment, ce sera... Non, pas plus de conducteurs, mais un certain nombre d'automatisation. Donc effectivement, nous sommes sur des profils très différents, mais peut-être aussi que c'est moins connu. On a aussi beaucoup de profils issus des écoles de commerce ou des universités avec des profils gestion également. D'ailleurs, c'est peut-être le challenge à relever, si je puis dire. Les ingénieurs connaissent bien la marque, connaissent bien le secteur, pas assez, vous me direz. Mais les écoles de commerce, il y a encore un travail d'acculturation à faire et de séduction, j'allais dire. Alors, on a fait beaucoup de travail de séduction des profils commerce ou business dans les cours de carrière, mais sur les jeunes diplômés, il reste beaucoup de choses à faire. Et pourquoi, d'après vous ? Parce que je pense qu'on n'a pas assez travaillé notre communication sur le sujet, on n'est pas assez connu alors qu'on a des très beaux parcours nationaux et internationaux sur des activités commerciales avec des possibilités de diriger des centres de profit et d'être entrepreneur. En tout cas, quand on va travailler dans l'automobile, vous disiez, ce qui compte, c'est la passion. Il faut quand même aimer la voiture. Il faut aimer ça, quoi. On ne peut pas aller travailler comme ça, c'est pas anodin, quoi. Oui, alors on peut choisir de travailler sur la passion de l'automobile ou sur la passion du métier ou sur d'autres passions, mais oui, je pense que la passion, c'est important. Voilà, passion, audace, innovation. Il faut aimer les voitures. C'est quand même sans doute vrai dans n'importe quel métier. J'espère que les gens qui vont travailler chez Nestlé aiment les produits qu'ils fabriquent. Ça me semble indispensable en termes de motivation personnelle. Monsieur Champenier, vous parlerez quand je vous le dirai. Alors, François Stragin, là aussi c'était une marque historique. Renault, SNCF, c'est des marques qui sont chargées de beaucoup d'histoires. Non pas que Nestlé soit inconnu, mais c'est vrai que la SNCF, c'est un fleuron, j'allais dire de notre industrie, mais pas que de l'histoire, puisque c'est bien plus que cela. Mais pour autant, aujourd'hui, vous cherchez quand même à rénover tout ça, à impulser encore de la dynamique, et vous recrutez massivement. Nous recrutons beaucoup, effectivement. Alors, dans l'innovation, on y était déjà par le passé. Je rappelle quand même le record du monde à vitesse TGV, c'est SNCF. Donc, des innovations et une entreprise innovante, nous l'avons été avant. Mais c'est vrai que
J'ai beaucoup entendu parler sur les différents plateaux de digitalisation. Ben oui, le monde se transforme très vite. Et donc, bien évidemment que nous sommes aussi une entreprise innovante. Et de fait, nous recrutons en ce moment beaucoup. Je dirais qu'il y a deux types de recrutement que nous réalisons. C'est à la fois, bien évidemment, du recrutement essentiellement en ce moment, depuis 2 ans déjà, et je pense que ça sera encore le trend en 2017, sur des métiers techniques, c'est-à-dire que nous recrutons des ingénieurs et bien évidemment, mais aussi sur les métiers non cadres, c'est-à-dire des techniciens, des conducteurs, des techniciens de la signalisation électrique, mécanique. Nous avons d'énormes enjeux, effectivement, de modernisation et de développement du réseau. Et je rappelle quand même, voyagesncf.com, c'est un des principaux sites mondiaux de e-commerce. Alors, j'allais y arriver justement, et à la fois, nous sommes bien évidemment une entreprise innovante. voyagesncf.com, effectivement, premier site d'e-commerce. Et puis, même la digitalisation arrive dans tous les métiers composantes techniques de nos métiers. C'est-à-dire que maintenant, on veut savoir où est chaque matériel roulant, que ce soit locomotive, wagon ou voiture voyageur. Elles vont être équipées de capteurs et on va pouvoir, ces capteurs vont pouvoir nous renseigner en temps réel sur, par exemple, la maintenance qui doit être faite à tel moment plutôt que tel autre, etc. Donc la digitalisation rentre sur toutes les couches de l'entreprise et du groupe, bien évidemment. Bien sûr, on n'a plus beaucoup de billets papier. Hein. On sort son téléphone et ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Alors, il y a quand même un contexte particulier quand on parle SNCF, c'est l'ouverture à la concurrence. Et là, les challenges sont démultipliés, si je puis dire. Oui, et à la fois, c'est une opportunité. Alors, on explique rapidement ce que c'est l'ouverture à la concurrence. Alors, l'ouverture à la concurrence, c'est-à-dire qu'en 2020-2021, eh bien, des nouveaux entrants ferroviaires pourront opérer des trains sur notre réseau. Les Allemands, les la Deutsche Bahn, des opérateurs d'autres pays et également de nouveaux comme Transdev, etc. Donc, ils vont venir opérer en France. Ici. Et donc, nous aurons de la concurrence. Et je disais, donc, c'est à la fois une opportunité, parce qu'effectivement, quand nous avons un monopole, du moins intramodal... Un monopole intramodal. Je pense que nous pouvons faire un arrêt sur image. Expliquez. C'est-à-dire que nous sommes le seul opérateur ferroviaire. Ah oui. C'était un monopole, un vrai monopole. Dans le ferroviaire, parce que la concurrence, on la connaît dans de l'intermodalité. Ah oui, d'accord. Aujourd'hui, d'accord. Donc, sur l'intramodal, sur le ferroviaire, nous avons le monopole. Et le monopole, bien évidemment, nos clients, qui sont exigeants et qui ont raison de l'être, eh bien, c'est 100% de satisfaction qu'ils veulent. Nous ne sommes pas étalonnés. Et quelque part, une entreprise a besoin d'un étalonnage. Ouais. C'est pour ça qu'on vous Donc c'est intéressant. On ne retient que les trains qui arrivent en retard. C'est ça, qui n'arrivent pas à l'heure, c'est ce qu'on vous dit souvent. Et d'autre part, il y en a beaucoup qui arrivent à l'heure. Voilà, c'est ce bien sûr. Et c'est à la fois une menace, puisque quand on a le monopole, nous allons perdre des parts de marché, bien évidemment. Donc le recrutement en est impacté, puisque les profils... Donc une nécessité absolue de changement profond, rapide, et de travailler dans l'innovation, bien évidemment. Donc ce que vous voulez dire, c'est que SNCF a des challenges à relever conséquents, et ça impacte le recrutement. Il faudra être digital, le sens du commerce, innovant, agile, et je crois que vous serez encore plus vigilant ou différent? Encore plus, ça amène de la différence automatiquement dans la façon de travailler, dans la façon de recruter, dans la façon de se positionner par rapport à des candidats potentiels, évidemment, et puis par rapport à nos compétences recherchées. Oui. Laurent, j'ai bien retenu ce que vous m'avez dit, vous aviez raison de me faire la remarque, mais vous savez qu'est-ce que vous voulez. Concernant les diplômés les Gazars de Arts et Métiers, comment
comment ils s'insèrent? Est-ce qu'ils ont des ambitions d'entrepreneuriat? Est-ce qu'ils ils veulent retrouver les entreprises traditionnelles? Ils sont très exigeants ou finalement ils veulent... Beaucoup quittent la technique aussi. Donc, alors oui, ils sont exigeants. Je ne sais pas si on peut dire qu'ils sont très exigeants. Compte tenu du nombre, c'est difficile de donner une tendance parce que il y a quand même encore... On alimente encore nos grosses filières de sortie sont quand même les transports, aéronautique, automobile, ferroviaire toujours, l'énergie. Un domaine qui est un peu éventuellement bizarre, c'est le domaine du BTP, parce qu'on ne forme pas du tout au BTP, mais on a une grosse partie de la formation qui est tournée sur l'organisation industrielle, et le domaine du BTP est un domaine qui s'organise de plus en plus, donc du coup ça donne un débouché important. Et puis des domaines émergents qui sont les domaines du luxe, où aussi on a besoin aussi d'organiser, d'optimiser les flux, d'optimiser la consommation de la matière première qui coûte très cher. Donc il y a des débouchés énormes dans ce domaine-là. Et après, c'est vrai, comme tous les jeunes, ce qu'ils comparent aussi, ils ont fait des classes préparatoires ensemble, ils regardent ce qu'ils font dans les différentes écoles. Donc l'entrepreneuriat, c'est un formidable moteur pour eux. Ce qui est vraiment important pour l'instant, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de passion, c'est que ils ont un accès à l'information qui est beaucoup plus simple, ils peuvent s'interroger des fois pourquoi venir en cours, pourquoi venir apprendre des choses. Nous, on a un métier qui se transforme énormément parce que on était, jusqu'à il y a quelques années, on amenait de l'information à des étudiants. Maintenant, l'information vient presque toute seule. On leur fournissait des outils techniques en se disant, pendant au moins les 20 premières années de leur carrière, ils vont utiliser ces outils techniques-là. Maintenant, je ne sais pas si on peut dire quels seront les outils des ingénieurs dans 10 ans. Donc, il faut qu'on leur apprenne à prendre en main des nouveaux outils, à développer des nouvelles technologies. Donc, notre métier se transforme. On amenait de l'information. Maintenant, il faut qu'on aide des jeunes à se développer. Et alors, donc du coup, il faut s'appuyer sur toutes les sources de motivation potentielles. Alors l'entrepreneuriat en est une, même si au final, on a des jeunes qui sont déçus parce qu'ils ont un projet de création d'entreprise, c'est un moteur pour eux, et puis finalement l'entreprise ne se crée pas, et puis ils vont rejoindre un grand groupe. Il y a une certaine déception. Moi, je trouve que c'est bien pour eux parce que ça leur a un moteur. C'est formateur, et puis c'est une qualité, je pense que vous cherchez tous, une dimension entrepreneuriale, ou comme on dit, intrapreneuriale. Je pense que... Et chez nous, là, en fait, la formation entrepreneuriale s'appelle création d'entreprise et développement d'activité. Pour dire que c'est la même chose, et on peut aller développer de l'activité. On n'est pas obligé de créer une entreprise, on peut développer de l'activité dans un groupe existant. Alors, il reste plus beaucoup de temps. Moi, j'ai une question. Alors, les arts et métiers ont une très belle image. Pour autant, mesdames, chez vous, l'image de l'école ou de la formation est-elle très importante quand vous recevez les candidats? Si. Alors, j'aurais tendance à dire que pour nous, recruteurs, ça l'est de moins en moins. Parce que nous, on souhaite diversifier les profils, on souhaite... Tout le monde a ses chances. Exactement, et on ne veut pas de clones. On ne veut pas qu'effectivement, dans une filière donnée, on ait des gens qui soient tous pareils, tous issus du même sérail, qui aient tous fait bac S avec mention très bien, classe préparatoire dans les meilleurs lycées parisiens, et puis derrière, les meilleures grandes écoles parisiennes. On ne veut pas que ça. Au niveau du recrutement, on essaye vraiment d'ouvrir les chakras des managers. Par contre, au niveau des managers, c'est beaucoup plus compliqué parfois. C'est vrai. Et on a parfois beaucoup de difficultés à leur faire accepter des CV de gamins qui, de toute façon, n'ont forcément pas une expérience démesurée, mais qui ne viennent pas forcément d'un cursus tout droit. Donc, je pense qu'on va faire, à partir de janvier prochain, comme l'ont fait nos collègues anglais, c'est-à-dire qu'on va organiser des assessment centers pour les étudiants sans donner les CV aux managers. Et je pense que ça va être assez drôle. On va se marrer. Cher Renaud, l'image de l'école, est-ce qu'elle est importante? Je pense qu'on est exactement sur la même logique, c'est-à-dire que les managers, eux aussi, sont issus d'un certain nombre de formations. Il y a pas mal de gazards, ils recrutent les copains quand même, ils prennent les meilleurs des anciens. Ils aiment bien aller dans leurs anciennes écoles, ils aiment bien recruter des gens de leurs anciennes écoles, mais après, quand même. Le maître mot, c'est aussi, effectivement, comme chez NC, la diversité. Voilà. Diversité aussi. Je rejoins. Il y a une pédagogie au niveau des managers qu'on souhaite pour justement... Alors ça commence à prendre de plus en plus. On a une évolution des comportements là-dessus, mais c'est un vrai sujet parce qu'en général, les recruteurs veulent effectivement... Et d'ailleurs, nos présidents en général, en tout cas ça vient du président qui souhaite effectivement qu'on diversifie. Donc il y a une réelle prise de conscience. De toute façon, les recrutements chez vous aussi sont extrêmement diversifiés. Nous, on a déjà sur la filière
Gazar, on a déjà 10 voies de recrutement différentes. Donc en fait, on a effectivement des étudiants qui viennent de classe prépa, mais d'autres qui viennent de l'université ou qui viennent de DUT. Et puis, donc, ceux qui ont le label Gazar, c'est encore, enfin, arts et métiers, on va dire, c'est encore plus important. Oui, mais donc du coup, effectivement, on travaille aussi avec les étudiants pour qu'ils aillent au-delà du diplôme et qu'ils aient un comportement humain qui représente peut-être plus l'école. Et on essaye de leur faire passer. Et puis, vous parliez tout à l'heure, on a un programme d'accompagnement professionnel où on fait venir justement des ingénieurs en activité ou des professionnels en activité pour les accompagner, qui travaillent aussi le côté humain, leur côté personnel. Moi, je suis convaincu qu'on parle beaucoup d'industrie du futur. Le côté humain, la capacité à entraîner un collectif humain va être importante. Et on essaie de les faire travailler sur cette partie-là en s'appuyant sur la formation, mais aussi sur toutes leurs activités sportives, associatives, qu'il peut y avoir autour, qui peut les développer. Est-ce que, alors vous répondez en vrac, hein, si je puis me permettre, est-ce que vous proposez des VIE ? Je lis les questions. Alors moi, non. Oui, Renault propose des VIE en nombre qui peuvent varier chaque année, mais sur notre site carrière, on trouve des offres de VIE. Oui, aussi, assez peu. Mais il y en a. Mais il y en a. Ils aiment ça, les jeunes des VIE. Oui, ils aiment ça. Bah oui, ça permet d'avoir une expérience quand même super intéressante. Bien qu'il y ait quand même de plus en plus de possibilités de stages à l'étranger sans forcément faire un VIE. Donc je pense que l'attrait est moins fort qu'avant. Alors une question pour Renault, mais je l'ai posée tout à l'heure, comment intégrer le groupe Renault en alternance ? J'ai déjà posé celle-là vous m'avez posé la question de savoir si on avait beaucoup d'alternants. Oui, mais alors comment ? Alors, est-ce qu'il y a une modalité particulière ? Non, il suffit d'aller voir sur notre site carrière. Toutes nos offres en alternance ou en stage sont publiées. Voilà. Alors moi, je voudrais quand même annoncer une bonne nouvelle aux jeunes concernant nos sites carrière. C'est bien de finir sur une bonne nouvelle. Voilà, c'est ça. Parce que moi, je l'ai appris cette semaine et j'imagine que ça va être la même chose pour vous. On a tous un outil de gestion des candidatures que vous trouvez, vous, jeunes étudiants, hyper lourdingue, hyper peu convivial, avec des réponses qui tardent à arriver ou qui sont génériques et tout. Il semblerait que dans un avenir très très proche, alors j'imagine que c'est pareil chez vous, en tout cas pour le nôtre, c'est le cas, c'est notre outil Taléo. Il va être beaucoup plus convivial. Vous ne mettrez plus 25 minutes pour rentrer votre candidature, mais en 5 à 10 minutes, ce sera fait. Enfin, les choses sont en train d'évoluer. Donc, les pourvoyeurs d'outils pour la gestion des candidatures nous ont enfin écoutés et vous perdrez beaucoup moins de temps et vous aurez des réponses, j'espère, beaucoup plus satisfaisantes pour vos candidatures. Oui, tout à fait. Les éditeurs ont fait beaucoup de progrès. Et de même, nous sommes exactement dans la même réflexion. Et donc, bienvenue à tous. Vous aussi, vous réfléchissez quand même ? Quand même. Est-ce que vous réfléchissez comme ces dames ? Alors, oui, on fait mieux que réfléchir, c'est à peu près en place. On peut aussi télécharger à partir de son profil LinkedIn sans ressaisir. Voilà. Donc, on va effectivement de plus en plus... Ouais. Voilà, l'objectif, c'est que ce soit plus convivial et plus rapide. Voilà. Mais juste, j'ai posé la question tout à l'heure, et c'est intéressant, il n'y a plus de papier, hein. On ne fait plus de CV papier, on envoie tout par mail. On envoie tout par mail, effectivement. C'est presque ringard. Sur le site, c'est pour ça qu'on vous envoie sur le site, c'est pour ça qu'on fait des efforts pour les rendre plus efficaces et effectivement en direct du profil LinkedIn. Oui. Alors, c'est pas tout à fait vrai, hein, parce qu'au challenge, on a pris des CV papier. Ah, et voilà, le contre-exemple. C'est vrai. Bon. Exceptionnellement, on en prend. Bon, mais un bon CV sera toujours pris, qu'il soit papier ou digital. Absolument. On est d'accord ? On privilégie la qualité. Oui, on est d'accord. Mais je pense qu'il faut, si je peux donner une bonne nouvelle aussi. Mais Laurent, vos paroles sont bonnes. Je pense qu'il faut que les jeunes se rendent compte aussi qu'on n'est plus dans un modèle où il y a l'école, puis au bout de 3 ans, ça s'arrête et après il y a l'entreprise. On est quand même de plus en plus partenaires et les entreprises sont présentes dans l'école dès le début, même quand on n'est pas en alternance. Donc on travaille quand même à une insertion professionnelle douce pour eux, qui leur laisse plein d'opportunités. Ça veut dire que dès qu'ils commencent à rentrer dans l'école, il faut qu'ils commencent à se poser la question de quels sont les industriels intéressants et où est-ce qu'ils vont pouvoir faire carrière. Le projet, plus on le fait maturer tôt, mieux c'est. Je crois qu'on l'a compris grâce à vous. Merci beaucoup Cécile Delestre, vous représentez la société Nestlé, on en sait beaucoup plus. Valérie Bourassin, longue vie si je peux dire à Renault, qui renaît de ses cendres et qui est une très très belle entreprise française, la marque aux losanges. François Stragin, la SNCF, idem. On compte sur elle pour transporter longtemps, même s'il y a de la concurrence, et longue vie aux arts et métiers. Longue vie aux arts et métiers. Ils n'ont pas attendu Gilbert Azoulay. Avant de nous quitter, on va retrouver l'entreprise Disneyland Paris. Des images de féerie ne sont pas là, mais ils nous ont livré quelques images. C'est tout de suite.
Le resort Disneyland Paris, qui fêtera l'année prochaine son 25e anniversaire, reste l'un des plus importants pourvoyeurs d'emplois de l'Hexagone. Avec plus de 15 000 collaborateurs exerçant près de 500 métiers, Disneyland Paris peut s'enorgueillir d'une richesse et d'une diversité culturelle que ne démentent pas les 100 nationalités représentées sur le resort. Avec une politique RH à la pointe, l'entreprise est également très active sur l'emploi, la formation, la qualité de vie et l'environnement social. Restauration, hôtellerie, accueil, vente, ingénierie, marketing ou encore communication, l'entreprise offre diverses opportunités en stage, alternance, CDI, mais aussi en CDD saisonnier et contrat en temps partiel pour les étudiants, sur des profils grandes écoles de commerce et de gestion, grandes écoles d'ingénieurs, master universitaire, Bac+3 à Bac+5. Au-delà des diplômes, les profils recherchés doivent correspondre aux valeurs de l'entreprise. Le vivre et le travailler ensemble, l'innovation, la créativité et surtout les valeurs sociales et sociétales très présentes dans le groupe. À ce titre, Disneyland Paris affiche une politique très engagée en matière de diversité et de handicap. Avec une mission handicap très active, 8 accords ont été signés depuis 1993. En 2016, 795 cast members en situation de handicap travaillent à Disneyland Paris et 120 recrutements sont prévus dans le cadre du 8e accord couvrant la période de 2014 à 2018. Disneyland Paris sera présent le 10 juin prochain au stade Charletti pour y faire découvrir ses métiers, ses talents et pourquoi pas vous accueillir prochainement comme futurs cast members. Voilà, Disneyland Paris sera présent au Challenge du monde des grandes écoles avec vous tous le 10 juin prochain. On espère vous voir. On sera très heureux de vous accueillir dans ce magnifique stade Charletti. J'espère que vous en savez beaucoup plus sur l'emploi, sur les stages, sur l'alternance et à très bientôt.